Et là, ça enregistre. ça enregistre. Et là, Voilà, ça c'est un petit cadeau pour quand tu relances. je le garde dans le montage. Ça reste dans le montage. Le papotest. C'est là où on papote en faisant des tests. On fait un petit clap. Allez. Oh le nul. Aïe. Putain, il fait froid. Putain, c'est terrible. Allez. Bonjour Robin. Bonjour Ambre. Salut la commu. J'ai adoré ce clap. Je sais pas s'il sera resté dans le montage, mais vraiment Robin a fait son clap et après il a fait aïe, j'ai mal aux mains. Il fait froid, dis donc. Ce qui est très en adéquation avec son petit foulard du jour. Oh bah tout là, tout. Il y a même le. Et ton petit pull de Marie-Christine. Voilà. Oh, Qui est très joli, qui est très Merci. joli. Marie-Christine, ça aurait pas été beau sur elle. Et sur toi, on se dit mais quel contraste de. Bah voilà, de saveur. genre. Je vais pas trop m'aventurer sur critiquer la tenue vestimentaire de l'autre aujourd'hui parce que je suis pas dans mon élément le plus confortable. Mais Alors que t'es extrêmement bien habillé. c'est gentil. Moi, j'ai un peu la sensation que genre je sors d'un entretien d'embauche, mais Alors pour quelle entreprise? excellent. T'as gardé ta veste en arrivant dans le bureau ou Bah en fait, ouais, c'est une entreprise mi-comptable, mi-chasseur. Donc c'est-à-dire que on est sur Excel mais avec des fusils à pompe. Donc C'est ça. on chasse pas trop au fusil à pompe dans nos campagnes. Assez ou alors peu. C'est l'association des tireurs Ouais. de cyclistes. Ouais, c'est ça. On cherche quelqu'un qui puisse parler à une cible pour nous défendre. Donc vous avez le profil très clairement du cycliste. Et en même temps, Ambre, un petit côté chasseur qui nous donne envie de... Encore un peu de Côte-du-Rhône avant Ouais, de commencer c'est ça. l'entretien. C'est le groupe des chasseurs à mobilité douce. Voilà, on est sur, on est pour l'abattage des animaux et l'intermodalité. Voilà, c'est nos deux chevaux de bataille. Exactement. Chevaux de bataille. Oui, Rapport à la mobilité douce. bien sûr, à la chasse à courre. Et en même temps, je crois qu'en termes de chasse, on est un petit peu dans le Bah, on est dans plus l'ambiance pêche là pour le coup. Ouais, oui, mais chasser peu. On chasse souvent à côté des cours d'eau parce que, C'est là que le bétail vient me boire. comme vous pouvez le reconnaître, on est en plein dans le 10e arrondissement de Paris là actuellement, sur une rue très passante. Non, Très, alors pour le coup, il a plu beaucoup. Pour le coup, on est quand même sur une extrêmement jolie terrasse. Cette phrase était très laide, mais on est sur une très belle terrasse du restaurant Les Pieds dans l'eau. Parce que, comme d'habitude, on fait ça chez les copains. Voilà, donc très belle J'adore petite terrasse sur l'île de la Jatte. Ouais, T'as je fais immédiatement eu besoin d'être corpo et pour dire bah c'est quand même le resto de mes cousins. Il est bien hein. Et bien. Et en plus vous pouvez privatiser, on organise. Oui, c'est super simple si vous nous contactez, c'est au 06 51 13 59 62 et C'est ton numéro? non, c'est pas mon numéro. Oh Je là fais là. plus cette erreur. Après, je dois tout biper, c'est chiant. Non, voilà. Bon, Bonjour. bonjour. Robin. Après cette intro de 150 ans, c'est moi qui gère le test aujourd'hui. C'est toi qui gères le test aujourd'hui. Je Et- vois pas de test sur la table. Eh bah exactement, parce que j'ai été au kiosque à journaux tout à l'heure. J'ai eu une matinée d'une organisation folle. C'est vraiment catastrophique. Et du coup, j'ai été au kiosque à journaux. J'ai été accueilli par une charmante vendeuse qui m'a dit: vous cherchez quoi là? D'accord. J'étais là, je regarde si vous avez des petits tests de personnalité. On n'a pas ça. Sérieux? Je vais regarder quand même. Premier Ouais, degré. premier degré Oh comme mon ça. Dieu. Premier degré comme ça. J'ai fouillé tous les magazines. Et t'as rien trouvé? J'ai trouvé juste Psychologie Magazine. Quelle est la joie de l'enfance que vous devez cultiver? J'ai regardé les réponses. J'ai regardé les questions d'abord. Je me suis dit, oh, ça ressemble beaucoup au reste. J'ai regardé les questions. Tu pouvais tomber sur la spontanéité, la créativité et je sais plus quoi. Je me suis dit, on va Par se faire respect chier. pour les gens qui nous regardent ou qui nous écoutent. Ouais, voilà. Donc j'ai pas pris. Après, j'ai trouvé un test en quelle santé est votre cœur. Je me suis dit, on va peut-être s'ennuyer. Les questions, c'était vraiment vous mangez de la viande rouge 3 fois par semaine, tous les jours. Je me suis dit, on va pas. Non, je pense que j'ai suffisamment de haters avec ce podcast pour de la viande. Après, il y avait quelle est la santé de votre cerveau dans un autre magazine. On se fait attaquer par les arbres. C'est merveilleux. Les Parisiens qui découvrent la nature. Un gland. Voilà, la santé de votre cerveau. Je me suis dit, c'est chiant. J'ai fait une petite recherche Google. J'ai trouvé un test qui m'a beaucoup fait rire. Ok. J'ai trouvé le magazine en question. Il y avait 2 hors-série de ce magazine. Le magazine, dans aucune des versions papier, il y avait le test. Donc le test sera sur téléphone. La D'accord. presse papier se meurt et c'est de sa faute. Et pas de la faute de mon manque d'organisation. Donc on est au 5e épisode et Et on on a est déjà en train de déjà chier le- sur le concept. C'est très drôle. Absolument. Ce que j'adore, c'est que tu t'es quand même fait chier dessus par la personne qui tient ce kiosque en mode on n'a pas ça.
Et t'es vraiment sorti en mode quelque part il avait raison. Et qu'est-ce que ça fait mal de donner raison au con quoi. Elle vraiment. avait raison, mais avant je me suis dit je vais quand même prendre le magazine Elle, parce que ça va être dans le magazine Elle là le test. Et faire je vais semblant. le prendre pour qu'on ait un petit peu le truc histoire de, tu sais, en mode comme la personne qui cache un magazine pornographique derrière un bouquin de macroéconomie Derrière le monde. dans le métro, ouais, c'est ça, derrière le monde diplo. Et avec les gens qui sont là, ça le fait quand même beaucoup bander la géopolitique. Hein. Et du coup, genre, je sais que j'allais prendre ça. Je lui tends, elle me dit c'est 2,90. Je dis bah je vais payer par carte. Et elle me dit ah non, hein, la carte c'est 15 € minimum. Hein. Et il y avait rien autour que je pouvais acheter pour monter à 15 € de magazines. Les magazines sont à 2,90. Hein, donc il fallait en mettre beaucoup pour pas de test. Ils vendaient pas des jeux à gratter. Il n'y avait pas de jeu à gratter parce que je t'en aurais ramené sinon on l'aurait fait en live. Ils vendaient pas de chewing-gum. Enfin, elle ne vendait pas de chewing-gum. Elle ne vendait pas de jeu à gratter. J'aurais adoré cet épisode du Papotest qui vrille tout de suite en gagnant fait des jeux à 150 gratter. 000 €. En gagnant 150 000 € sur la table. On s'en bat les couilles en fait. On n'a jamais aimé le podcast. On On travaille n'a plus. jamais aimé l'humour. On travaillera plus jamais. On va acheter cette péniche. Et Mec, on en va. On saute dans l'eau et tout. Il y a un monde où 150 000 € je saute dans la Seine. Hein. Oui. C'est la Vraiment. Seine ici. Je connais Bah, pas assez bien. Ou c'est un affluent de la Seine. Bah, tu connais beaucoup de fleuves qui traversent Paris, Ambre? Je sais pas, il y a peut-être un petit cours d'eau autour qui est... Ça serait pas un petit bout de la Loire qui passerait par ici? Bah du coup je suis désolé hein, pour le poste de comptable chez les chasseurs, ça c'est rédhibitoire quand même. On a quand même 2-3 vétos. Là, vos connaissances géographiques, c'est... Là c'est trop limite. Ok, et alors du coup bah... Et du coup, j'ai trouvé ce test parce que du coup, je lui ai dit ah bah je vais chercher de la monnaie et je suis jamais revenu. Je lui ai même pas dit bon bah tant pis. T'as même pas osé Je lui ai le... dit je vais retirer de l'argent. D'accord. Elle m'a dit bah il y a un distributeur là. Et j'ai fait d'accord. Et tu l'as dit en sachant que tu revenais pas ou en me disant avec un peu de chance je trouve et je reviens? J'ai hésité une seconde sur le chemin et je me suis dit bah non je reviens pas en fait. Bah non. Voilà. Donc on va faire le test du jour qui est quel poisson d'avril suis-je? J'aime beaucoup. Je suis très content de celui-là. J'aime beaucoup. Honnêtement, Ça sent l'espièglerie. Ah, ça sent l'espièglerie et Hein. j'ai lancé la première question et je ne comprenais aucune des réponses et je me suis dit c'est parfait. J'ai à peine regardé, je me suis dit ça va être évidemment merveilleux. Mais du coup Voilà. on est d'accord qu'on vient de se rendre compte que potentiellement en fait on a plus besoin de dépenser de l'argent pour acheter des magazines quoi. Exactement. Parce que Super. pour notre communauté, on est prêt à ne pas dépenser de l'argent. Bisous l'Amazonie. On est contre le capitalisme. T'as vu mes nouveaux vêtements que j'ai achetés? Non, pardon. Le poisson d'avril est toujours une bonne occasion pour faire des blagues à ses amis. Tout est Nous qui en manquons tant Ah de oui. l'occasion de faire des blagues. Je croyais d'amis. Chacun a sa manière de marquer cette journée d'une pierre blanche et d'être un peu spécial. Il y avait des guillemets. Hein. Et si je devais être un poisson d'avril, lequel serais-je? Ou plutôt Robin, lequel serais-tu? L'arrêt. Ouais, tu veux dire le entre les fesses du poisson? La partie entre l'arrêt manta. Ok. Alors question numéro 1, il va y avoir que 8 questions. Donc on n'est pas pressé. J'aime bien parce que j'ai l'impression qu'on est dans une émission intellectuelle, littéraire. Tu sais, entre ton foulard et la cigarette. Et alors Amélie Nothomb, comment vous est venu ce nouveau roman dans lequel vous êtes à nouveau torturé dans vos relations amoureuses entre France et Japon? Comment cela vous est-il venu? J'ai failli partir sur un act-out très très mauvais. Mais donc du coup... T'as failli faire une mauvaise imitation en voix de fossé d'Amélie Nothomb? Ah non, je partais plutôt sur quelque chose de japonais. Parce que c'est quand même clairement mon credo. Bien sûr, toi t'es t'as un humoriste sur scène qui fait énormément d'accents asiatiques. Mais avec Mon Dieu. toujours beaucoup de respect. Avec tu fais des accents, beaucoup d'accents du Laos, accents du Vietnam, mais à chaque fois avec beaucoup Avec de la respect de la petite subtilité, culture. beaucoup. Bien sûr, on beaucoup. comprend Bah ouais. toutes les facettes de... Non, tu fais pas d'accent sur scène. Je ne fais pas d'accent. Tu fais pas d'accent sur scène et c'est une bonne nouvelle. Robin, vous diriez que vous nagez au rythme des marées, au gré de vos rencontres et des opportunités, ou au gré de vos désirs et de vos envies? Vous l'aurez compris, on va être sur un test extrêmement sérieux aujourd'hui. Oh putain. Alors, En plus, toi, t'es un grand nageur, très fan d'activités aquatiques, toi. alors je suis clairement fan de tout ce qui est liquide en termes d'activité sportive. Alors, redis-moi les réponses possibles. Au rythme des marées. Au rythme des marées, au gré de vos rencontres et des opportunités,
Je comprends pas bien la différence entre ces deux-là déjà. Et au gré de vos désirs et de vos envies. Écoute, Alors, au rythme des marées et au gré de vos rencontres et des opportunités. J'ai l'impression qu'au rythme des marées, c'est que on laisse les choses se faire et on s'en fout. Les rencontres et opportunités, c'est qu'on... c'est moi qui fais le test ou c'est... J'essaye de comprendre les questions, chef. Je ne comprends pas les questions que je pose. Ça ferait peut-être de moi un bon journaliste. Extraordinaire. Oh, Non, alors, très sérieusement. Ouais, très sérieusement. Les marées, non, parce que ça m'emmerde de dépendre d'un élément extérieur. T'es pas surfeur, toi, pourtant? Je suis surfeur, je suis plus surfeur. T'es 3 plus ans que surfeur? bah non, je surfe plus, je suis pas surfeur. Ah, pardon. Ok. À partir de combien d'années sans surfer, on n'est plus surfeur? Et un surfeur surfant sans son chien est-il un bon surfeur? Pardon, je suis très dissipé. Très très dissipé. Ok, donc pas au rythme des marées. Non, pas au rythme des marées. Je suis assez impulsif, je pense. J'ai un peu tendance à wouh, partir dans tous les sens. Au rythme des pulsions, des envies, la troisième, quoi. Ouais, au gré de vos désirs et de vos envies. Ouais. C'est ton côté un peu foufou. Un peu foufou. C'est marrant parce que j'étais chez ma psy ce matin. Ouais. Et on a identifié que j'avais apparemment une tendance très impulsive dans mes prises de décision et que je manquais de cadre. Tu l'as Ça a payé été- combien ta psy? Parce que je peux te le dire, hein. Franchement, ce constat, je l'ai fait il y a 6 mois. Hein. Et je ne lui ai pas parlé de la dernière fois en tournée quand j'ai claqué un chapeau au casino en 7 minutes 35. Ah ouais, alors c'est assez exceptionnel parce que je vais raconter quand même ce truc là. On s'est rendu, on faisait une tournée en Bretagne d'une semaine et à la dernière date on arrive dans une ville dans laquelle il y a un très beau casino et moi j'ai jamais été au casino de ma vie donc j'étais là s'il vous plaît emmenez-moi au casino, j'ai envie d'aller voir à quoi ça ressemble. Et donc avec toute la petite troupe on s'est retrouvés au casino et moi je découvrais cette espèce de temple, c'est terrible les casinos, on dirait des espèces de Candy Crush du diable. Ah mais c'est C'est absolument magnifique. abominable. Oui. Non mais je trouve ça c'est fou ce qu'ils ont réussi à faire quand même. Parce que moi je rentre là-dedans, Ouais. j'ai été élevé sans télé. Non mais c'est vrai. Attends, non, j'ai été élevé avec très peu d'accès à la télévision. Ouais. Ce qui fait que déjà moi tu me mets dans un resto ou un bar, s'il y a une télé qui diffuse n'importe quoi, j'ai toutes les 5 minutes le regard qui part parce que les trucs qui brillent m'attirent. Ouais. J'arrive dans un casino, j'ai mes niveaux d'endorphine, d'adrénaline et de sérotonine qui partent en vrille tout de suite. Je suis là. Et c'est vraiment ce à quoi j'ai assisté parce que moi j'étais horrifié de ce que je voyais, c'est-à-dire que je voyais des espèces de rangées d'EHPAD, parce que c'est vraiment c'était quasiment terrible. que des vieux, Surtout, devant des machines à sous en train d'appuyer frénétiquement sur des boutons avec des écrans, il y a des espèces d'orgies, d'icônes et d'animations dans tous les sens, on ne comprend rien. surtout le casino de Perros-Guirec le vendredi à 17h. Ouais, c'est vrai qu'on était à un moment où on était vraiment sur des gens qui en général ont un peu un souci quand ils sont là. Tu viens pour une petite semaine de Thalasso, t'as fait 3 balades sur la côte de Granit Rose et à la fin tu te dis bon, qu'est-ce qu'il nous reste, 200 balles. Bah c'est parti quoi, vraiment c'est... Et donc on était vraiment j'étais totalement dans mon élément. Robin beaucoup plus que moi. On est arrivé à la roulette. On est resté 7 minutes à la roulette. Et je t'ai vu perdre tout ce qu'on avait gagné de la semaine quasiment. Quasiment. Et avec beaucoup de plaisir en plus. Oui. Alors le plaisir était évident sur la première moitié. Et Oui. après il y a eu une espèce de mode. Non mais là je vais me refaire. Et les sommes montaient d'un coup. Et j'étais en mode mais qu'est-ce qu'il fait? Et à ce moment-là il y avait un autre humoriste qui était avec moi qui était en mode tu veux pas jouer toi? Et moi je te voyais là en train de tout perdre avec des larmes de sang qui coulaient de qu'est-ce que je m'amuse. Je n'ai plus d'argent. Et moi j'étais là bah en vrai ça va. Non, mais surtout qu'il y a ce truc où c'est l'aval billet quoi. Il y a le machin qui avale tes billets les uns après les autres. Du coup moi je mets mes premiers billets et puis je joue et je perds et je m'arrête et il y a l'autre à côté qui continue de gagner. Et moi je suis là genre attends mais là je le sens là c'est le bon. Et il y a le chrono qui déroule comme ça, il reste 20 secondes et j'ai 20 secondes pour mettre mon billet qui rentre pas. Il rentre, enfin j'arrive à mettre mes jetons dessus et là encore perdu. Et vraiment je fais des montées comme ça de... Bon voilà, donc du coup clairement pas au gré des marées, plus au gré de la roulette et de mes impulsions. Donc on est sur la réponse 3. C'est la réponse numéro 3. Et du coup ta psy t'a dit que tu étais impulsif et que tu manquais de cadre. Ouais, T'as eu du mal à tenir les cadres. qu'il allait falloir que je me reconnecte à mon adulte sain et que je aille À moi rassurer. Non, C'est moi ton adulte sain. non c'est même pas toi, c'est même pas toi. Ça me va Si seulement de ne pas l'être. Quoi? de ne pas l'être. Ouais. Comme les trans pas l'être. T'as eu peur hein, sur cette blague? Mais pas du tout. Non, pas du tout. Question numéro 2, Robin. Ouais. Pour vous surprendre et capter votre attention, il faut... Une télé. Ah bah c'est là. Non. Il vous faut se montrer mystérieux, vous impressionner par un talent particulier, par exemple le diabolo, être drôle
Oh. Bah, qu'est-ce que c'est facile. Déjà, moi, les gens qui se la jouent mystérieux, mais vraiment, c'est un concept que je ne conçois pas. Moi, j'ai la sensation que les gens aiment bien prétendre être mystérieux alors qu'en réalité, ils savent juste pas communiquer. Oui, c'est possible. Souvent, c'est ça. À chaque fois que j'ai pu relationner avec des gens, t'es en mode, je sais pas, il faut que tu prennes le temps de me découvrir. J'étais en mode, je t'ai posé une question en oui ou non. C'est ça. Donc, non, mais même. Il y a un peu ce cliché en plus de tu sais, le brin ténébreux qui reste dans son coin, qui parle pas trop. Et, le Dark Sasuke. Le Dark Sasuke, oui, exactement. Mais bon, moi, vraiment, c'est un concept qui m'est totalement étranger. Alors, avoir un talent particulier peut en effet tout à fait attirer mon attention. T'as des réciter exemples l'alphabet en en rotant, par exemple. Waouh. Non, pas du tout, évidemment. Mais non, en fait, je suis fasciné par les gens qui ont parti. Non, je suis fasciné par les gens qui ont des talents et qui les exploitent, ou en tout cas qui les travaillent, qui les développent. Maintenant, pour des raisons évidentes. T'as pas des talents improbables, toi? Des talents improbables. Si, j'ai un talent improbable. Ok. J'ai un talent improbable quand j'étais enfant. J'arrivais sous la douche, je faisais des petits tas de mousse comme ça sous mon bras. Et en fait, j'avais un jour réalisé en me savonnant que ça faisait des bulles entre mon bras. Tu sais, comme les mecs sur les grandes places de Paris qui font des bulles géantes pour les enfants. Ouais. Et du coup, moi, j'étais tout seul sous la douche et je me faisais mousser sous l'aisselle comme ça. Et j'ouvrais mon bras. Et après, je faisais des tours sur moi-même et j'arrivais à sortir des très grosses bulles. Je faisais pareil, mais avec les deux bras, moi. C'est vrai. J'ouvrais comme ça. Et après, j'avançais et ça faisait une bulle comme ça. Après, j'étais là, waouh. Et après, il y avait un qui faisait, pourquoi tu prends autant de temps sous la douche? Et je me branle. Voilà, vraiment, je préfère dire que je me masturbe parce que si je dis que je fais des bulles sous mes aisselles, vraiment, il y a. Je prends de la drogue. Il y a un monde. Non, mais voilà, c'est un truc qui m'est revenu comme ça. Et sinon, non, j'aime les gens drôles, évidemment. J'aime les gens drôles. Ouais. Donc ça va être drôle, quoi. Oui, ça va être drôle. Allez, on met être drôle. Au premier abord, Robin, oui, on peut vous trouver loufoque, froid, orgueilleux. Il n'y en a aucun de positif. Hein. Il n'y en a aucun de positif, mais ça me va bien. Loufoque my wife. Ah, j'ai pensé Bah ouais, clin d'œil à Adèle Fugazi, extrêmement drôle. Un humoriste qu'il est bon d'aller voir quand vous voulez. Non, je pense pas que ce soit forcément loufoque. Froid, clairement pas. Non. En revanche, orgueilleux, il peut y avoir un côté. Oui, je sais qu'il y a plein de gens. Parce que je prends beaucoup de place, donc il y a ce côté. Je prends beaucoup de place, je parle beaucoup. Comme je parle beaucoup, il y a des moments où je parle de moi, et forcément, ça peut avoir un côté me, myself and I, qui est pas aussi vrai qu'il en a l'air, mais de prime abord, je sais que c'est des choses qui peuvent être. Dont on peut avoir l'impression en me rencontrant la première fois. J'ai l'impression que c'est un truc qu'on peut avoir beaucoup quand on est. En tout cas, c'est souvent une crainte que j'ai eue, moi, de paraître orgueilleux, alors qu'en fait, c'était à des moments où juste j'essayais de m'affirmer et de plus reprendre de la place. Et du coup, j'étais juste à un endroit où j'arrêtais de m'écraser. J'étais juste en mode genre, bah non, tiens, j'ai envie de pouvoir parler là. Et moi, j'avais qu'une hantise, c'était d'avoir l'air orgueilleux ou prétentieux. Alors que j'étais juste en mode genre, puisque personne me demande, je vais parler de moi. Enfin, où je vais essayer de parler de moi pour faire en sorte que les autres en face de moi parlent d'eux. Oui. Et de trouver un moyen d'eux. Et en vrai, je crois que je connais pas de meilleur moyen de permettre à quelqu'un de parler de lui que de parler de moi d'abord pour lui dire, regarde, c'est ok et tu peux. Et ça ne marche pas, hein, ça, vraiment. Parler de soi pour que les autres parlent. Si, parce que tu poses les bonnes questions après et en général, ça fonctionne. Moi, non, en effet, il y a un endroit où si tu te livres un petit peu, tu mets les gens à l'aise quand on fait de se livrer. Oui, j'ai pas dit raconter des tartines de moi je. Non, ouais, moi mais je. Si tu fais juste un peu ça, tu passes pas pour quelqu'un d'orgueilleux. Je pense que malheureusement, la frontière, elle est justement assez fine, et il y a cet endroit où tu peux très rapidement. Mais même au-delà de ça, c'est tiens, je raconte quelque chose, je sens que ça capte un peu l'attention et ça fait rire les gens. Ouais. Et si tu te retrouves dans un groupe, parce que c'est plutôt dans des espaces très collectifs où il va y avoir un moment où tiens, je raconte un truc, ça fait marrer les gens, donc comme ça les fait marrer, je continue, et tu peux vite prendre une grosse place dans un groupe, là où il y a justement des gens qui vont paraître eux mystérieux, alors qu'en fait ils arrivent juste pas à prendre part à ce débat, et c'est souvent ces gens-là qui vont se dire tiens, lui il est très orgueilleux, et toi tu vas dire tiens, cette personne est mystérieuse, alors qu'en fait t'as juste quelqu'un de timide et quelqu'un qui en face manque de confiance en lui, mais qui pour lui plutôt combler
Enfin ça, cette phrase ne veut rien dire, mais on a compris le fond. Si, mais je crois que c'est un peu lié à ce genre de choses que du coup, j'ai toujours rêvé d'être un peu plus en mode Dark Sasuke justement, un peu discret. Tu sais, je suis un peu taiseux et les gens se disent oh là là, mais il est mystérieux et tout. Et à chaque fois que je faisais ça, en fait, les gens se posaient pas du tout de questions sur moi. Et que du coup, j'ai compensé ça et que du coup, aujourd'hui, j'ai plus et les gens m'oubliaient dans la classe à la fin du cours. Il était là, il fermait, j'étais là. J'ai pas fini de remballer mes affaires. Ouh, y a quelqu'un? Si vous. Je sais que vous aimez bien le côté de Dark Sasuke, mais là. Là, c'est quand même très dark. Enfin, y a plus de lumière, quoi. Là, Sasuke, il est un peu triste. Non, et du coup, j'ai toujours voulu être un peu en mode Sasuke et j'ai toujours été en mode Naruto, le boulet goofy qui parle beaucoup trop et il y a aucun mystère sur lui vu qu'il nous a tout raconté. Mais je crois que c'est quand même plus plaisant comme cadre pour faire la conversation que quelqu'un qui est taiseux et en mode genre ouais. Je ne sais pas. J'hésite. Donc au premier abord, Robin, orgueilleux. Vous êtes orgueilleux. Et au deuxième abord, vous êtes loufoque. Et quand enfin on apprend à le connaître, on se rend compte qu'il est juste froid. Qui est juste très froid. Non, c'est pas vrai. C'est faux. Ah bah dis donc, on va être dans la... Ah bah oui, parce que c'est les poissons. J'étais en train de me dire, dis donc, les questions sont très aquatiques. Et en fait, c'est parce que c'est les poissons d'avril. Parce que... Alors, Robin a un sport aquatique que vous avez envie de pratiquer. Est-ce qu'il y en a un des trois que t'as pas pratiqué déjà? La plongée, une activité intense et presque spirituelle. C'est le texte, hein. Le water polo, un sport collectif. Le surf, pour vous dépasser. PTDR. Surf, en effet, j'ai beaucoup pratiqué donc, et je peux repratiquer avec grand plaisir n'importe quand. Enfin, en tout cas, si l'occasion se présente. Donc, ça ne rentre pas dans l'équation. Water polo, je trouve que c'est vraiment un gros sport de débile. J'ai rien contre les joueurs de water polo, mais on est quand même sur l'apothéose de la brutalité. Hein. On a pris le handball, qui est quand même déjà un sport de fourbe où on se met des grands coups dans les côtes dès qu'on peut. J'ai joué au handball en plus pendant 3 ans, donc je sais assez bien ce qu'il en est. Et puis en plus, toi, t'étais vraiment que défenseur de ce que tu m'avais dit. Ça. Donc t'étais vraiment, on t'envoyait juste pour que tu tapes. C'était le seul qui rentrait sur le terrain avec un protège-dents et on se disait et des gants de boxe. J'étais très mauvais. J'étais pas très mauvais, mais j'étais pas très bon. Et je jouais dans un club où il y avait un très gros niveau. Il y avait une équipe 1, une équipe 2. J'ai donc joué quasiment les 3 ans où j'ai joué quasiment tous mes matchs en équipe 2, mais de temps en temps on me faisait jouer sur les gros matchs en équipe 1, mais je faisais que des allers-retours parce qu'au handball tu peux changer, tu fais rentrer des joueurs comme tu veux. Donc moi j'étais un joueur de 100% défense. 100% défonce. 100% défonce. Bah non mais vraiment, en plus je faisais 1m90 déjà à 17 tu ans. fais quoi, 1m70? Toujours pareil. Premier le mec, je réponds premier. Non, toujours pareil. Non. Et c'est vrai que c'est terrible parce qu'en plus j'ai vraiment c'est même les 4 matchs que je joue en équipe 1 à 18 ans, les 4 matchs je prends un jaune, 2 jaunes et un rouge quoi parce que je dégomme des mecs en défense, mais je permets aux équipes de bloquer les. Tu vois, si t'as un mec un peu grand, un peu stock qui fait que mettre des buts, tu me mettais en défense et mais c'est vraiment un truc sur lequel je me suis toujours interrogé quand je regardais le handball, parce que ça fait partie de ces sports où il y a des fautes qui sont tolérées, et notamment le fait d'attraper un joueur avec le bras, c'est une faute, mais genre tout le monde l'a fait en permanence parce que ça ralentit l'attaque et tu te replaces en défense. Il y a des subtilités sur le comment est-ce que tu le fais. C'est il faut que t'attrapes, faut que t'ailles jouer le ballon. Si on voit que t'attrapes vraiment que le bras, c'est pas bon. Si tu le prends près du poignet, enfin c'est un peu compliqué. D'ailleurs, je me souviens pas quand trop. on regarde les matchs à la télé, ils passent leur temps à attraper au niveau du bras, ça siffle et ça se remet en place. Et à un moment, je suis là genre venez du coup vous l'autoriser ce truc. Enfin tu sais, il y a un endroit de et pareil, la violence dans les sports m'intéresse toujours parce que là j'ai l'impression que dans tous les sports à haut niveau, quand tu montes à un certain niveau dans tous les sports de contact, ça devient quoi qu'il arrive extrêmement dangereux pour le corps. Et j'arrive pas à savoir qu'est-ce qui fait la limite entre un truc où on va tolérer et on se dit oui c'est violent mais c'est ok, et le moment où on se dit ah non là ça devient trop violent, il faut arrêter, tu vois, c'est justement ce qui faisait que selon les équipes et les niveaux dans lesquels je jouais, il y a des trucs qui passaient, des trucs qui passaient pas. Parce que même chose quand tu joues en il y a un petit rat juste derrière sur la rambarde. Tu le vois sur la pente? Je ne le vois pas. Oui, ça y est, je le vois. Oh, coucou. Il est goulu, dis donc. Bienvenue à Paris. Comme quoi, Ratatouille n'a son charme que chez Pixar. Oh bah non, il est tout mignon là. Oui, bah écoute. On va attendre qu'il vienne à nos pieds, ce sera moins mignon, je pense. Et water polo, pour moi, c'est du handball, mais on a juste ajouté une dimension cachée. Tu vois, en mode genre, il y a les phases de jeu que tout le monde voit, on s'envoie la balle, et après, il y a tout ce qui se passe sous un énorme bouillon, parce que clairement, les mecs nagent tellement comme des dingues que t'as une espèce d'écume en permanence. Et apparemment, ce qui se passe sous l'eau, c'est
Bah c'est voilà, t'as des mecs qui partent chercher un ballon, ils ressortent avec le visage sur le côté. C'est ça. On n'a pas vu ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu nages, donc t'as pu prendre un coup de pied, il y a pas de caméra sous l'eau ou peu. Ouais, bon bref, ça fait l'arbitrage 7 mois que tu ingérable. t'es pas coupé les ongles parce que t'as compris que c'était un avantage en dessous. Non mais tu sais c'est vraiment genre l'envers du miroir quoi, comme si t'avais le monde de Narnia ou d'Alice au pays des merveilles pour aller se casser la gueule et après venez on joue, on est content, on joue à la balle. C'est comme au hockey sur glace, j'ai découvert ça récemment que Il passe sous la glace parfois. Ouais, exactement, ils plongent, c'est très très dur. Les premiers plongeons font très mal au front apparemment. Non, ils peuvent à un moment, s'ils ont une embrouille entre deux joueurs, ils retirent les gants et ils se foutent sur la gueule et c'est autorisé. Je te jure, j'ai vu ça, je ne mais comprends en district c'est les mecs qui jouent sur des parkings quoi. Les hockey sur glace sur goudron. Sur goudron, ça glisse moins. Ça glisse moins bien. Mais ça frappe fort. Ça abîme pas mal les lames, mais. J'ai vu ça sur un match officiel Canada, etc. Et où vraiment les mecs se rentrent dedans. En plus, au hockey sur glace, ils se rentrent dedans. La violence des contacts. Vraiment, ils se rentrent dedans. Il y a un autobus lancé à pleine vitesse dans les côtes d'un mec qui est squeezé entre le plexiglas et le gars qui fonce à 90 km/h sur la glace avec 120 000 personnes autour. J'exagère sur le chiffre, mais avec beaucoup de personnes de public autour qui sont là. What que s'il le. Vraiment des gladiateurs, mais qui patinent. Et le mec, du coup, se fait défoncer. Se relève, il arrache les gants dans le mouvement et il fonce vers le gars, l'autre en face retire ses gants aussi et il se démonte la gueule avec devant ou sans les arbitres casque, qui avec regardent. ou sans casque Sans casque. Sans casque. Ils retirent le casque et ils se mettent des grandes mandales dans la gueule avec les arbitres qui regardent comme ça, qui font allez top, time out, c'est bon, on reprend. Et vraiment genre, c'est juste en mode, ils ont beaucoup d'énergie à évacuer de. Oui, c'est des grands garçons. C'est très bizarre. Je me dis, imagine dans d'autres sports si c'était possible. Ouais. Je sais pas, il y a une ambiance de. J'aime beaucoup. Mais en plus, ce qui est quand même fascinant dans le hockey sur glace, c'est que vraiment tout l'écosystème de la zone de jeu est douloureuse. Oui. Tout est extrêmement dur. Je veux dire, le sol c'est de la glace. Après, ils jouent avec des battes, des crosses en bois. Ils s'envoient des palets. Ils s'envoient des palets à 120 km/h pleine tronche. Avec un goal qui est là, genre, bah je vais interposer mon corps, ça me semble logique. Normalement, il n'y a pas trop d'interstices où ça peut venir briser un organe, donc allons-y. Et même, je veux dire, même ils sont dans une cage, quoi. Je veux dire, il y a que dans le MMA qu'on met. Non. Nous, c'est un sport collectif, allez-y. Ce serait drôle. Est-ce que tu penses que du coup, dans le MMA, quand vraiment ils s'embrouillent à un moment, ils peuvent mettre un casque, prendre des palets et ils se font des buts comme ça en glissant sur la glace s'ils s'engueulent. Tu sais, s'il y a un moment ils s'engueulent, ils arrêtent de se frapper, hop, ils se mettent en tenue. Penalty, 1-0, allez, on peut reprendre. Ce serait si drôle. C'est leur moment civilisé. Ouais, non, mais comme quoi il y a des sports qui sont assez étonnants. Et du coup, pour répondre à ta question, ce sera la une et c'est la plongée. J'ai toujours eu envie de faire de la plongée. J'ai jamais fait de plongée bouteille. J'ai fait pas mal d'apnée gamin en improvisé, mais j'aimais bien plonger. Donc, c'est parce qu'en plus, l'apnée, c'est vraiment un truc qui s'improvise, quoi. C'est. Ouais, quand j'étais moniteur de voile, je donnais des cours particuliers et j'emmenais les gamins un peu au large. Je leur disais bon, maintenant vous allez en planche à voile jusqu'à la bouée rouge là-bas. Les gamins partaient en planche et comme il n'y avait pas de vent, je savais qu'il leur fallait à peu près 15 minutes pour faire l'aller-retour. Je jetais mon mouillage, je mesurais la distance du mouillage. J'étais genre, alors là, il y a à peu près 12 mètres. Allez, maintenant, je descends au fond. Je descendais à 12 mètres. Je me posais, j'étais putain, c'est cool et tout. 12 mètres, hop, je remontais, coucou. Et j'arrivais sur le bateau, les gamins revenaient. J'étais là, allez, maintenant, l'autre bouée. Et j'allais un peu plus loin. Voilà. Et je faisais payer ça 70 € de l'heure. Putain, c'est un miracle qu'il n'y ait aucun enfant à qui soit arrivé quelque chose. Enfin, c'est pas un alors, il y miracle. a beaucoup d'autres anecdotes, beaucoup moins racontables en ligne, mais qui, là, en effet, relèvent du miracle. Il y a. Quand il y a des morts ? Non, il n'y a pas de mort, mais il y a des conditions de travail. Il y a des conditions de travail. C'est terminé, hein. Je pense que c'est vraiment une autre époque. Mais je pense avoir fait partie des derniers moniteurs de voile qui ont pu travailler dans un écosystème où tout était toléré. Putain. Mais quand je dis tout était toléré, c'est que moi j'ai vu des plans d'eau avec donc 5 ou 6 moniteurs sur l'eau. Et donc 10 gamins par moniteur. Donc imagine la baie, une grande baie avec 30 bateaux sur l'eau et tous les encadrants sont sous l'influence de choses qu'ils ne sont pas censés avoir consommées avant d'aller sur l'eau. Je ferai pas la liste, mais où voilà, normalement. Mais toi t'as juste vu, toi tu faisais pas partie des encadrants sous substance. Alors mon client s'exprimera en temps voulu. Voilà, c'était une question à laquelle il faut pas répondre, Robin. Non. À laquelle il faut dire effectivement. Moi j'ai eu un chef de base qui ouvrait tous les matins le club de voile. Il était avec son mug de café, il n'y avait pas du café dedans quoi. Et il était 8h30 hein. Et on était à Dunkerque. On n'était pas à Dunkerque. Non mais c'est terrible. Et c'est vrai.
Vrai. C'est le truc sur lequel je m'interroge, c'est que plus le temps passe, plus on est exigeant en termes de mesures de sécurité dans à peu près tout, tu vois. Et du coup, je suppose que à votre époque, ils avaient mis en place déjà des mesures de sécurité qui n'étaient pas en place 20 ans avant. Et aujourd'hui, Oui, et quand on qu'est-ce que regarde c'était ça, encore avant? c'est ça. Quand on regarde ça avec 10 ans de décalage, on se dit oh là là, ils étaient complètement de fous de faire ça. Et moi, je me dis, c'est quoi les trucs que font actuellement les monos où dans 10 ans, on se dira, mais ils étaient complètement fous de faire ça. Déjà simplement l'encadrement du sport nautique en général est un endroit où il y a un impondérable colossal et une prise de risque permanente pour tous les enfants. Enfin, je veux dire, le catamaran, rien que faire du catamaran avec plus de 15 nœuds de vent, il y a un risque de blessure systématique. Quoi qu'il arrive, je veux dire, un catamaran qui dessale à 20 nœuds, t'es au trapèze, t'es accroché à un câble, et à l'avant du truc, c'est juste des coques pointues avec des câbles tendus. Le nombre de fois où je me suis explosé là-dedans et je me suis retrouvé avec des traces sur le corps, mais t'es là genre. D'accord, on peut vraiment se faire. Ouais, ok, ouais. alors tu viens de donner raison à toutes mes phobies de quand j'étais petit et qu'on m'a emmené faire des cours de catamaran et que j'étais flippé dans les vagues à me dire mais attends mais là ça va super vite, si je tombe dans ces sangles ou à la mer et tout je vais me faire super mal avec un moniteur qui me faisait mais non t'inquiète pas il est chochotte Mais même à 5 ans on te fout dans un optimiste avec l'optimiste. qui est quand même une voile qui à chaque à chaque empannage passe de fait 30 degrés pleine balle, bon c'est de l'aluminium quand même tu vois et on a tous les gamins ont pris cette barre en pleine gueule. De toute façon quand le nom du véhicule dans lequel t'es est un espoir pour l'avenir, il faut être optimiste. Voilà. C'est sécurisé, il faut être optimiste. Et vraiment, on a arrêté les cours de pessimiste parce que ça se passait vraiment très très mal. Non mais c'est horrible. Donc toute mon enfance où moi je me disais il va falloir que j'apprenne à gérer mes phobies qui sont visiblement trop grandes par rapport à la réalité, sont totalement réelles. Je me fais attaquer par les arbres. Pardon. C'est les petites graines qui tombent et qui me surprennent. Toutes mes angoisses de quand j'étais petit s'avèrent vraies. C'est drôle, à chaque fois que la sécurité avance dans des choses, tous les flippés, on se rend compte qu'on avait raison. Bah oui, comme la ceinture de sécurité, comme l'airbag, comme tous ces trucs où les gens étaient là, ça va. C'est comme nos trajets à vélo. Tu vas voir que dans le futur, c'est moi qui aurai raison sur les trajets à vélo. On se dira, c'était une folie de mettre des moteurs sur les vélos. Parce que des fois, quand on va faire des scènes, on doit soit enchaîner entre deux scènes qui sont à différents endroits dans une ville, soit juste pour rentrer au quoi, on doit prendre un vélo avec un moteur pour aller plus vite. Un vélo avec un moteur, un vélo électrique, hein, c'est pas un vélo, un moteur, un Solex. C'est dire si j'ai 65 ans et que j'ai pas l'habitude. Et que moi je suis en mode, mais je vais marcher en fait. Je vais marcher, je vais prendre les transports en commun. Et Robin est en mode, non, on va aller plus vite avec un vélo, viens, suis-moi. Et genre, moi j'ai l'impression de faire un trajet dans ma tête, je suis dans Fast and Furious, j'ai l'impression d'aller tellement vite, j'ai l'impression de mourir, j'ai les mains moites et tout. Robin, pendant ce temps, est en promenade de santé, il envoie ses mails tellement on va pas vite pour lui. Il envoie ses putains de mails tellement il a l'impression d'aller pas vite. Et moi, j'ai l'impression d'avoir jamais vécu des sensations aussi fortes de ma vie. Après, on est vraiment les deux opposés. On est les deux extrêmes. Mais voilà. Et donc, tu vas voir que dans 10 ans, on va se rendre compte que c'était beaucoup trop dangereux d'avoir des vélos électriques en ville. Que c'était n'importe quoi. Comme les trottinettes, hein, on est vachement revenu sur les trottinettes. C'est les trottinettes. C'est un engin de mort, ce truc-là. Hein. Les trottinettes, elles montent à 130 km/h. Il y a quoi? Il y a pas de carrosserie? Non. Plus maintenant, mais ne serait-ce que. Il y en a qui montent à 130. Hein. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que même celles qui sont en libre service, qui montaient à 25. En plus, elles montent à 40-50. Hein. Non, celles en libre service c'était 25. Elles ont toujours été capées à 25. Mais 25 km/h sur un machin avec des roues qui font la taille d'un yo-yo pour grande personne. La roue elle va à une vitesse. La roue va à une vitesse dingue, t'as aucune stabilité et tu fais ça sur des pistes cyclables. Paris ça va encore, mais Marseille, moi j'ai fait la trottinette électrique à Marseille. Tu montes, tu dans un écosystème qui est extraordinairement violent et dangereux. L'avantage c'est qu'à Marseille les gens sont très respectueux du code de la route. Totalement. Donc c'est nickel. Totalement. Il vaut mieux passer son permis à Paris ou à Marseille selon toi? Pour les réflexes à Paris, pour garder son permis. Non, pour les réflexes à Marseille, pour garder son permis à Paris. Encore que Paris, c'est quand même bien la jungle aussi, mais c'est incomparable avec Marseille. Moi, c'est à Marseille que j'ai définitivement arrêté d'écouter de la musique à vélo. J'ai toujours roulé en vélo avec des écouteurs parce que pour moi le sens de la vue était suffisant à appréhender mon écosystème, et si je vois une lumière rouge à droite et une lumière verte à gauche, je pars du principe que normalement je suis capable d'analyser comment le trafic va évoluer. Et à Marseille, après avoir failli perdre la vie 3 fois, mais quand je dis perdre la vie, c'est je pile en vélo, je m'arrête et il y a une voiture qui passe à 80 km/h devant moi alors que c'était rouge à droite. Et que du coup j'ai vu la voiture arriver, j'ai vu le feu rouge, dans mon cerveau ça a dit c'est bon, tu peux y aller, et au dernier moment et j'ai fait ok, non en fait il me faut Louis en plus. Il me faut Louis en plus. J'adore j'ai appris à Marseille à respecter une des choses les plus importantes en termes de sécurité routière. J'ai appris à Pau
à ne pas conduire sous influence de l'alcool. J'ai appris à Toulouse à arrêter de prendre de la drogue. À prendre, ok. Il y a un truc de de pas écouter la musique, tu veux dire le truc qu'on n'est pas censé faire. Ouais. Mais en vrai, oui. Et un petit bisou à ma maman qui milite depuis plus de 15 ans pour que j'arrête de mettre mes écouteurs quand je suis en vélo. C'est chose faite. Il a fallu que 3 expériences de mort imminente pour que ça le fasse. Alors du coup, Robin, on est sur la plongée, le sport aquatique que tu as envie de pratiquer. Ouais, j'aimerais beaucoup faire ça. Voilà. Hop. Ah, petite publicité de 2 secondes pour Monoprix. Monoprix, sponsor de la vidéo. Aujourd'hui, je te laisse faire le petit message promotionnel. Pas du tout. Absolument pas. On n'a pas de sponsor. Non, Et, parce mais qu'on veut garder pas. notre liberté indépendance éditoriale. Tout à fait. Et Dieu sait qu'elle est libre. Ouais, franchement. Après, pour 50 balles, on la nique, hein, notre liberté éditoriale. Vous nous filez 50 balles, on dit ce que vous voulez. On passe des TOEIC pour 50 balles. C'est genre, j'ai vraiment passé j'ai passé le TOEFL. J'ai pas passé le TOEIC. J'ai fait les deux. Pour l'anglais. T'as fait les deux, pardon, monsieur overachiever. Parce que j'ai fait un master international business and allez, let's go. Le master business international à la Brest Business School, l'école de commerce la plus proche des États-Unis. C'était pas du tout ta business school, mais c'est le vrai slogan de la. C'est drôle, bah oui, parce qu'ils sont à Brest. Géographiquement. Voilà. Ce qui vous booste dans votre quotidien professionnel, Robin, votre esprit de challenge, grâce à la Brest Business School, le soutien de vos collègues, dans le stand-up, ouais, ça doit être ça, ou la volonté de vous améliorer. Oh bah oui, c'est. Alors en fait, ce sera la 3e, mais pour préciser un petit peu, je suis toujours partagé entre l'envie d'exceller et en même temps tellement plus poussé encore par la peur d'être une merde. Non mais ça m'a l'air sain comme moteur. Ah mais c'est absolument pas sain, c'est même terriblement anxiogène. Mais c'est ce qui fonctionne. Je veux dire, j'ai jamais autant progressé que dans les moments où j'ai pris un coup à l'ego. Et tu le sais, t'en as été témoin. Ouais, j'ai été témoin d'un beaucoup à l'ego. Ah là, c'est terrible. Mais moi, je veux vraiment un beat sur scène, ça me fait gagner 3 mois de travail. Un bon gros beat, ça me fait gagner 3 mois de travail. Une bonne critique bien négative après une scène de quelqu'un dont j'estime un peu le retour. Genre quelqu'un d'implanté dans le stand-up depuis longtemps. Qui clairement vraiment avec ses mots, avec juste une phrase, il m'a fait... Allez, bon courage gamin, continue, t'es sur la bonne voie. C'est que le début, c'est normal. Dans 3 ans. Ouais, alors, dans 3 ans. Dans 2-3 ans, tu seras mûr. Vraiment, j'étais là genre... Non, dans 2-3 ans, je serai mort en fait. Donc, il n'y a pas de mur en fait. Dans 2-3 ans, je suis de la compote, frérot. Donc, non. Mais ouais, c'est fou. En fait, ce qui m'anime de manière générale, c'est l'envie d'exceller, de performer, de m'améliorer. Mais ça, c'est le sentiment macro avec du recul. Dans la réalité, ce qui me fait vraiment avancer, c'est la souffrance liée à l'échec, à la peur de ne pas être bon, la comparaison aux autres. C'est en effet absolument pas sain, mais c'est comme ça que je fonctionne, quoi. Mais je crois qu'on est très câblé sur ça, de par l'école, de par du coup d'Artoon au système éducatif et tout ça. Mais on est très câblé pour... apprendre à apprendre par la souffrance. Tu vois, à l'école, on est dans de la comparaison permanente et on nous valorise uniquement dans ces modèles-là. Souvent aussi au niveau de nos parents, on tombe dans des choses comme ça. Et du coup, j'ai l'impression que notre rapport à l'apprentissage est lié à énormément de souffrance et que travailler pour être dans le sens inverse est très dur parce qu'il faut déconstruire énormément de choses qu'on a construit d'année en année. Moi, j'ai ce truc je suis très perfectionniste et le perfectionnisme m'empêche de faire énormément de choses parce que rien n'est jamais parfait. Et du coup, je me concentre sur tout ce qui ne va pas. Et c'est le travail que j'avais notamment avec Quentin, mon metteur en scène, où il m'a retourné le cerveau la première fois que je l'ai rencontré, où il m'a dit pendant longtemps, j'aime bien parce qu'il parle un peu comme un vieux sage, un vieux philosophe grec cité dans un bouquin, tu sais, pour faire des maximes. C'est clairement lui. Et il me dit pendant longtemps j'étais perfectionniste et mon combat actuel est de basculer vers l'excellentisme, parce que dans le perfectionnisme je me concentre sur ce qui ne va pas, alors que dans l'excellentisme je me concentre sur ce qui va. C'est hyper bien, enfin, c'est parfait. Et toi t'es assis là comme ça et tu fais je vais reprendre une bière là parce que on était vraiment une soirée très tranquille et j'étais en mode on va parler pas mal d'heures toi et moi. Et en fait il y a un vrai truc de se concentrer sur les joies de tout ce qui fonctionne et de tout ce qui est super, et du coup tu peux viser des niveaux d'exigence similaires, mais en fait tu te concentres sur tout ce qui va et tu t'émerveilles de tout ce qui va, et c'est un truc qui me manque encore aujourd'hui beaucoup, même si j'essaye de le travailler activement, quoi. Mais alors je te rejoins totalement là-dessus, mais il y a plus une dimension là pour moi de
pour schématiser de manière très grossière, le verre, est-ce qu'il est à moitié plein ou est-ce qu'il est à moitié vide? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est rester optimiste. Il a baume. Non mais en souk à tribord. C'est pas du tout ça les termes, waouh, mais, quelle belle maîtrise de l'univers nautique. Bah, j'étais occupé à avoir peur et j'avais raison d'avoir peur. Voilà, donc j'ai pas retenu tous les termes. Mais non, par contre, très premier degré, là où pour moi il y a une petite nuance à apporter à ça, c'est que il y a d'un côté ce truc-là et de l'autre, de manière très simple, ma mère m'a élevé avec un principe hyper simple qui était extraordinaire jusqu'à la fin. C'est que ma mère m'a toujours dit Tu t'as dit ça comme si elle était morte. Oh C'était extraordinaire non, jusqu'à la fin. c'est horrible. C'est horrible. Jusqu'à son dernier souffle. Mais en même temps, elle m'avait légué son appart, mais elle avait gardé l'usufruit, donc il était temps que ça cesse. Non, allez. Parce que le viager, ça va un instant, mais faut pas déconner. Non, ma mère m'a élevé toute ma vie en me disant: mon fils, tu peux faire ce que tu veux dans la vie. Super. Petit astérix, mais il faut être le meilleur. Ah. Et ça, c'est un truc qui vraiment m'a été répété, je pense, de je sais pas, on va dire 5-6 ans jusqu'à très tard. Et même si le très tard c'est du 14-15 ans, même si ça, en fait, ça s'est imprégné quelque part dans mon cerveau. Et ce qui a fait que j'ai attendu d'avoir 30 ans pour me mettre à vraiment essayer de faire les choses que j'aime. Parce que non, tant que je m'estimais pas capable d'être le meilleur, j'osais rien entreprendre. Donc j'ai jamais rien entrepris, puisque j'avais aucune légitimité à être le meilleur dans quoi que ce soit. Parce que tu peux pas être le meilleur tant que t'as pas commencé à essayer de faire quelque chose. Personne commence le meilleur. Oui. Et moi, ça a été un vrai frein, mais à plein d'endroits de ma vie. Parce que c'était toujours ok, où que je sois en fait sur une courbe de progression, je voyais que qui est au-dessus. Et comme tu as des mecs, ça fait 30 ans qu'ils bossent sur le sujet, mais c'est même pas qu'ils sont meilleurs que toi, c'est qu'ils sont dans une autre sphère. Et c'est hyper valable avec le stand-up. Et moi, c'est un gros exercice que j'ai régulièrement. Qui plus est, quand on commence parfois à aller jouer sur des plateaux et dans des endroits où tu te retrouves à jouer avec des gens et à partager la scène avec des gens qui non seulement ont 3, 4, 5 fois ton expérience de scène, mais qui en plus sont bourrés de talent et ont peut-être beaucoup plus travaillé. Enfin bref, tu te retrouves face à des gens, si tu te compares avec eux de manière très trop premier degré, mais tu t'arrêtes en fait. Tu te dis, c'est pas possible, je suis une merde. Mais j'ai eu exactement le même chemin sur ça. Avec moi, par contre, c'est plutôt du côté de mon père. C'était dit explicitement ou implicitement, mais il y avait toujours ce truc d'être le meilleur. Et il y avait ce truc de moi en plus quand j'étais petit j'ai été diagnostiqué au potentiel, etc. Tous les trucs à la con parce qu'en fait je réussissais très bien à l'école et les instits ont insisté auprès de mes parents pour que je saute des classes. Mes parents n'y connaissaient rien, on dit d'accord, si ça l'aide et qu'il se sent mieux, ok. Et après les instits ont dit pour mieux le comprendre faut lui faire passer des tests de QI. Donc on m'a fait passer ces trucs là et à partir de là ça m'a fait rentrer dans un truc où mon père, je me souviens une fois, m'a dit de toute façon t'as le potentiel pour faire ce que tu veux et t'en as comme ça sous la pédale et il suffira juste que t'appuies sur la pédale pour être le meilleur dans ce que tu veux. Horrible. Et du coup tant que t'es pas le meilleur c'est que t'as pas appuyé sur la pédale. Bah oui. Et du coup à partir de là il y avait non seulement un truc de il faut que je sois le meilleur, mais surtout la seule raison qui fait que je ne le suis pas, c'est que t'as pas fait ce qu'il fallait. J'ai pas assez souffert pour, j'ai pas assez travaillé pour. Et du coup, je me suis beaucoup construit en me mentant à moi-même, parce que j'ai souvent eu des facilités, donc j'arrivais souvent très facilement à être plutôt doué dans quelque chose tout de suite sans travailler. Oui. Donc je me comparais aux gens qui venaient de commencer, et je me disais ah bah oui effectivement je suis le meilleur, tout va bien, parce que sinon c'était invivable. Sauf que comme t'es bon, très vite, t'arrives à des niveaux où il y a d'autres gens qui sont là depuis. Tu te compares à des gens qui bossent, qui voire à des gens qui comme toi ont des facilités au début, et puis après se sont mis à travailler. Et du coup en fait tu rentres dans des trucs où tu passes ton temps à te comparer, à te dire ah merde du coup je suis pas au niveau et c'est de ma faute parce que j'en ai comme ça sous la pédale et j'ai pas appuyé dessus. Et du coup et le pire c'est que c'est des trucs qui étaient dits positivement pour m'encourager et me dire t'es libre de faire ce que tu veux. Tu vois, mon père il avait des étoiles dans les yeux quand il me disait ça. Sauf que c'est le pire truc. Mais ce qui est terrible c'est que malheureusement je pense que tout ça c'est toute la question liée autour de l'éducation de faire des enfants. C'est que je pense qu'en fait même en voulant faire le mieux possible au monde et encore nous on est une génération qui avons de la chance entre guillemets parce qu'on a je pense accès à beaucoup plus d'informations, on est beaucoup plus sensibilisé à plein de choses, la communication, comment on dit les choses, quels sont les impacts de. En plus toi et moi on a quand même aussi ce truc où on est en thérapie sur plein de choses, donc on se pose des questions et on peut analyser un paquet de trucs, mais je pense que même en faisant du mieux que tu peux, il y a des endroits où tu vas mettre tu vas ouvrir des brèches dans un enfant quoi, sans faire exprès. La formulation est catastrophique. Mon Dieu, mais ça me va.
Et bah tu vois, typiquement, voilà, j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais et j'ai clairement ouvert une brèche dans un enfant. Ouvert une brèche dans mon enfant intérieur. Quand j'ai entendu ça, non mais c'est un vrai sujet de. En plus, c'est ma psy, je crois, qui m'avait dit ça, qui disait ça existe pas des parents qui font tout parfaitement, sinon les enfants quitteraient jamais la maison. C'est vrai, oui, on m'a dit pareil. Et elle le disait qu'à moitié sérieusement, parce que évidemment qu'on quitte la maison pour d'autres raisons et que des parents qui ont réussi ne se trouvent pas avec un enfant qui veut rester à la maison. Non. Parce que normalement ils ont envie à un moment de vivre leur vie. Mais il y a ce truc là et je crois que c'est un truc de. La question, le truc sur lequel je m'interroge, c'est sur quoi est-ce que je serais ringard avec mes enfants. Parce que mes parents sont ringards sur certaines choses. Pardon. Titi avec son foulard. Qu'est-ce qu'il me raconte lui? Non mais tu vois, c'est une vraie question de je vois déjà avec mes petites sœurs, je suis ringard et mes petites sœurs elles ont 3 ans et demi et 7 ans de moins que moi. Je ne comprends pas Snapchat. Moi je suis un énorme ringos j'adore ça. Hein. Je les regarde et elles me parlent de Snapchat et je suis là et votre truc là Biril, c'est quoi? J'ai appelé ça nombril pendant 6 mois moi. Ah, c'est le face de bouc de Biril. Vraiment, je suis là genre ah, vous faites un nombril? Et bref. Ouais. Et je constate en fait qu'il y a déjà des jeunes de mon âge autour de moi qui se comportent comme les vieux qu'on décriait, qui sont là genre les jeunes dis donc avec tous leurs trucs là ça c'est les nouvelles trends sur TikTok qui sont complètement au lieu d'aller et du coup je me demande est-ce que je suis déjà un ringard ou est-ce que je vais le devenir? Quand est-ce que la bascule va se faire? Et ou est-ce que je vais être un ringard qui en a conscience et qui est ok avec ça? Comme je suis, tu vois, par exemple avec Snapchat et Biril que je comprends pas et je suis en mode bah c'est pas grave. Bah il y a une certitude, c'est que de toute façon on est voué à tous être le ringard de la génération d'avant et que c'est d'autant plus vrai aujourd'hui à la vitesse à laquelle ça change. Mais en effet, là où tu peux agir, c'est pas comment ne pas être ringard, c'est comment être un ringard qui sait qu'il en est un et qui du coup se comporte pas comme le ringard lourd et chiant, enfin lourd et chiant aussi, petite dad jokes de temps en temps, mais salut les kids. Tu peux être lourd mais pas chiant, tu vois, tu peux taquiner et t'amuser, ce truc qu'on aime bien faire de alors les jeunes, mais il y a ce truc de, je crois qu'en fait les ringards c'est quand ils sont sérieux dans le fait de décrédibiliser les choses qu'ils ne comprennent pas. Et moi je me demande c'est quoi les trucs que je ne comprendrais pas de mes enfants. Et tu vois, dans les trucs, dans le rapport à l'éducation, ils seront en mode mais vous êtes tellement parce que tu vois, je vois que par exemple les choses évoluent sur l'orientation sexuelle, sur le genre, sur l'éducation douce et positive et tout ça. C'est quoi les prochaines étapes sur lesquelles ça va évoluer et les moments où je vais dire oh là, non, là ça va trop loin pour moi. Mais de toute façon c'est un phénomène qui est naturel. Je veux dire, ton cerveau atteint à quasi 28 ou 30 ans entre guillemets une forme, enfin même le corps, la biologie, je veux dire à partir de 30 ans tu meurs. Techniquement tes cellules se reproduisent moins et ton corps meurt. Donc je veux dire à un moment donné il y a un âge où tu peux pas continuer à être au top du truc. Mais après je pense que c'est un exercice aussi, ça dépend d'une éducation, ça dépend d'une forme de curiosité. Parce que malgré tout on connaît tous des gens de 50-60 balais qui sont hyper à l'aise avec les nouveautés, qu'elles soient technologiques ou simplement intellectuelles, culturelles. Donc avec un peu de chance on fera partie de cela, en tout cas je le souhaite. Je crois que la compétence en ça c'est l'aisance à reconnaître qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas et que c'est pas grave. Et de s'y intéresser. Ouais. C'est aussi se dire, est-ce que quand je suis face à un truc que je comprends pas parce que c'est nouveau et que ça sort de mon cadre habituel, est-ce que j'essaye de faire l'effort pour comprendre comment ça fonctionne ou est-ce que je fais un rejet? Et ça, je pense que c'est un truc que tu peux très 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 vite être amené à faire. Et moi, j'ai des potes à 25 ans, ils étaient déjà dans le rejet de choses qui étaient pourtant liées quand même plus ou moins à leur génération ou à peine à celle d'avant. Ouais. La communication explicite, certainement pas. Ça va ou quoi? Ouais, on va pas. Et pourquoi pas la vaisselle aussi? Voilà. Je savais que je t'ai lancé dessus pour faire le voilà. Oui, c'est vrai, le nombre de personnes qui le moindre j'arrive pas à aller au bout de cette phrase mais on voit très bien des gens qui ont notre âge et qui se comportent déjà comme des vieux darons sexistes où on disait ah non en fait ça va pas être le privilège des générations au-dessus de nous de continuer à être très misogyne par fainéantise. Robin, ce qui la te volonté booste, de m'améliorer. Je peux finir de redire la phrase pour nos auditeurs qui ont été très emportés par notre conversation très sérieuse et qui se sont dit oh là là je me souviens plus où est-ce qu'on en était. C'est fou comme ils arrivent à dériver mais à rester quand même connectés, cohérents, la volonté de s'améliorer. Au flux des marées. Exactement. Sauf que les marées c'est nous en fait. Ce qui vous booste dans votre quotidien professionnel c'est la volonté de vous améliorer, Robin. Tout à fait. Si vous... Je viens de lire la question. Ok, vous voyez toute la conversation philosophique qu'on vient d'avoir. Et bah maintenant, rupture. Si tu devais être un fruit de mer, Robin, tu serais un crabe aventureux et difficile à attraper. Une crevette, rien dans la tête, tout dans la queue. Non, c'est pas ça, c'est facile à décortiquer et savoureuse.
Ou une coquille Saint-Jacques festive et riche en goût. Alors, déjà c'est très drôle cette question parce que j'ai vraiment tout un truc à raconter autour des fruits de mer de manière générale. Oh, tu sens que la personne est dans la trentaine quand il a une anecdote sur les fruits de mer. Non mais c'est même pas que j'ai une anecdote sur les fruits de mer, c'est que j'ai un combat de vie avec les fruits de mer. Ok, donc il est dans la quarantaine, autant pour moi. Et je vais parler de problèmes gastriques. Ok, il est dans la cinquantaine en fait. Parce que ça, c'est un truc que les jeunes ils comprennent pas. Ok, donc il Non. est à la retraite. Écoute, déjà, je viens d'une famille où on adore les fruits de mer. Non, mais je veux dire, il y en a. Je vais essayer de pas rigoler tout du long de quand tu racontes et que tu donnes des éléments. Je suis dans une famille où on adore les fruits de mer. Non, mais voilà. Oui. Ça bouffe de la coquille. Par chez moi. Ça se bouffe le bigorneau sans complexe. Avec ou sans maillot. Et. Non, mais en plus, c'est vrai. Mais alors, la maillot, on la vale ou on la recrache ? J'ai une maison de famille en Normandie, donc on a grandi vraiment au bord de la mer. Ouais. Et du coup, il y en avait vraiment toujours. Les huîtres à Noël, c'est. Tu vois, bon. Le fait est que très vite, petit, j'aimais pas trop les moules, les huîtres ça me dégoûtait, j'avais pas envie d'en bouffer et Ok, Stromae. Moule frites, la chanson de Stromae. Oh là, oui. Qui en plus est une métaphore sexuelle sur le VIH. Donc, miam miam. Miam miam miam. Parce que Polo il aime les moules frites sans frites et sans maillot. Exact. Voilà. Mais il sait pas où la moule s'est baignée. Et bref. Donc tu n'aimais pas les moules, tu n'aimais pas les frites. On va aller plus vite parce que l'anecdote est pas si intéressante à ce niveau-là. Oh non, moi elle me plaît. Vas-y. C'est surtout que je crois que j'ai passé 15 ans de ma vie à faire semblant d'aimer les fruits de mer. Ok. Parce que il y avait ce truc autour du fruit de mer, c'était une ambiance cool. Manger des huîtres avec du vin blanc, c'était un truc cool. Enfin, moi, je trouvais ça super cool. Tout le monde est là. En plus, c'est super bon pour la gueule de bois. C'est plein d'oligo-éléments. C'est très bon pour la santé. C'est pauvre en calories. Enfin, vraiment, tu sais, tout le monde est là. Et en plus, on peut boire du vin blanc à 11h, du coup. Tu vois, il y a vraiment ce truc de... Mais tout est parfait dans cette histoire. Et vraiment, il y avait un truc où, ouais, puis bouffer des fruits de mer sur le port, après en fin de matinée au soleil. Un truc de, allez, encore une petite douzaine. Et vraiment, moi, j'ai fait semblant d'aimer ça pendant des années. Pour ta famille, pour les copains. Ouais, mais sauf que vraiment, moi, à chaque huître, il me fallait une tartine de beurre avec, quoi. Ouais. Parce que c'est genre, oui, c'est vrai que c'est bon, et crac, 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 du pain du beurre. Et tout ce que tu viens de raconter là peut être une merveilleuse métaphore de l'hétérosexualité normative et de la personne qui se rend compte au bout de 15 ans qu'il a passé toute sa vie à faire semblant d'aimer les fruits de mer. Parce que sa famille le forçait, parce que ça faisait bien en société, alors que lui non. Alors que moi tout ce que je rêvais c'était d'être sur un parking parking et de faire des merguez avec, avec les gilets jaunes, tu vois. Là, je te remets un peu de sauce, non t'emmerdes pas, j'ai pas besoin de baguette, moi j'aime juste le goût de la gaze. C'est bon quand ça coule sur les doigts. C'était on aurait dit vraiment une performance de slam d'une personne qui c'était la façon peu habile, en fait, on était vraiment dans cette truc là quoi. Une personne peu habile en open mic de slam qui te fait comprendre qu'en fait il est gay et qu'il l'a refoulé pendant longtemps et que et j'ai attendu la mort de mon père pour arrêter de bouffer des huîtres pour faire plaisir à ma mère qui était là. Mais si, ça te fait du bien au teint et puis quand même ça te donne tellement fière allure de manger des huîtres. Putain, c'est vrai. Pardon, du coup. Non, mais il y a pas. Ouais, tu t'es rendu compte. Mais même de manière générale, tu sais que tous ces trucs, genre les couteaux à l'ail, les Saint-Jacques, tous ces coquillages que tu bouffes avec plein de sauce à l'ail ou plein de. En fait, ce qui est bon, c'est l'ail. Mais c'est comme les escargots. Mais pareil. On m'a fait manger des escargots et en fait j'aimais bien et parce qu'en fait c'est juste bon quand tu prends un vieux pneu. Tu le découpes en petits bouts, tu le fais rôtir, tu mets de l'ail, tu mets de la sauce, du beurre et de l'ail, d'olive. C'est délicieux. C'est délicieux. Ouais. Et on laisserait les escargots tranquilles. Si c'est un peu chiant à mâcher, c'est pas grave, t'avales quand c'est encore gros. Non mais oui, c'est vrai, c'est vraiment ça les escargots. Mais oui. Et tous ces trucs là, en fait, c'est juste. Et en fait, pourquoi est-ce que les Français on bouffe des grenouilles, des trucs ? C'est parce que juste on a inventé la persillade. Et c'est tout. Et que derrière, et heureusement qu'on s'est arrêté à ça. Alors qu'en fait, il suffisait de se nourrir de préfous. Ce petit pain coupé en deux, plein d'ail et d'huile, qu'on te sert dans les apéros de village. Oui, du coup, il n'y a pas du tout besoin d'aller bouffer des escargots. Laissez-les tranquilles. Mais enfin, en tout cas, tout ça pour raconter que j'ai découvert très tardivement. Enfin, c'est pas très tardivement, c'est il y a 3-4 ans. Et alors, c'est drôle parce qu'en plus. J'ai persisté parce que comme tu le sais, j'apprends assez peu de mes erreurs et on se fait un énorme gueuleton avec des potes. Entrée au resto, tout le monde prend des couteaux à l'ail. La persillade est délicieuse, donc j'aime pas le goût du couteau, mais j'en bouffe plein parce qu'il y a de l'ail. Et le soir, je me tape une indigestion, mais à un niveau stratosphérique. Genre, je passe vraiment 3 heures à me dire
Si ça continue, j'appelle les urgences. Si ça continue, j'appelle les urgences. J'essaye de me faire vomir tout, enfin un enfer, ça ne passe pas. Je me dis bon bah j'ai mangé un fruit de mer qui était pas bon. Une semaine après, je recommence, rebelote. Donc là je me dis peut-être qu'en ce moment ça passe pas trop les fruits de mer. Donc là j'attends 3 semaines, je recommence, rebelote. Et j'ai fait ça vraiment sans te mentir 12 fois depuis. Et à chaque fois t'étais malade. Et à chaque fois j'ai été mal. Et la dernière c'est avec Seb, mon cousin, qui donc on part à Trouville et on va se faire un marché aux poissons à 2. Et je sais normalement qu'il faut plus que je mange. Alors tout ce qui est crustacé ça va parce que du coup good luxe, tout va bien. De la crevette au homard, ça passe sans problème. Mais il commande des palourdes à l'ail et vraiment ça arrive, il y a l'odeur. Je fais franchement ça va quoi. Allez, 2-3 palourdes, quelques huîtres, blablabla. Mais j'ai passé 4 heures pliées en 2 quoi, mais tout pareil. Et à chaque fois, je pense que dans 2-3 ans, il arrivera un jour où je serai là en mode allez c'est cool, on est entre copains, il y a du vin blanc, il y a des huîtres, il y a 3 coquillages, ça fait envie, ça sent bon, je vais en remanger un peu. Et je vais repasser l'après-midi plié en 2. Mais heureusement que t'as appris plus rapidement pour les écouteurs sur le vélo que pour les fruits de mer. Parce que tu serais mort sinon tu ne serais plus là pour... Mais c'est très vrai, regarde, mais même les écouteurs sur le vélo, il a fallu que 3 fois je me retrouve dans une situation extrêmement dangereuse pour qu'à un moment donné, à la 3e, mon cerveau dise en vrai, ça vaut pas le coup. En fait, normalement, l'évolution a permis au singe de devenir homme parce qu'il a compris qu'à force de ouga bouga manger la même plante et qu'à chaque fois ça le fait vomir, il la mange plus et du coup il survit et il devient progressivement un Robin. Et Robin est en train de régresser au stage du singe qui ne comprend pas et qui continue de bouffer des coquillages devant tout le reste de la tribu qui est là et qui fait oh là là, mais il est vraiment, mais il est stupide hein. Il est stupide pendant que le reste de la tribu de façon très habile est en train de manger du pneu dans de la persillade parce qu'ils ont compris que c'était beaucoup plus sain pour leur corps. Voilà, c'était mon histoire avec les fruits de mer. C'était ton combat sur les fruits de mer. Ouais, du coup, alors ça sera pas les palourdes. C'est quoi le combat exactement ? Parce que le combat, c'est quoi ? C'est un combat contre toi-même. Alors le combat, il y a 2 zones. La première, c'est accepter que quand j'aime pas un truc, je suis pas obligé d'en manger. Ouais. Même si je trouve ça cool dans l'idée. Donc ça, c'est ton coming out. Okay. Ça, c'est... et le deuxième Le deuxième, c'est quand quelque chose te fait vraiment du mal, accepte que c'est pas bon pour toi. Enfin, il y a vraiment le truc de j'aime pas, donc je suis pas obligé d'en manger. Et surtout, même si j'aime, si à un moment donné je comprends que c'est pas bon, parce qu'en l'occurrence, du coup, c'est plus le vélo, mais c'est ça. Parce que vraiment, faire du vélo avec des AirPods à fond dans les oreilles, quel bonheur. Quel bonheur. Alors que faire du vélo avec des AirPods, des palourdes à fond dans les oreilles, moins fun. Ça, la persillade là, cool, je digère mal après des tympans, moi, c'est horrible. Voilà, donc non, ouais. Ok, donc Robin, tu n'es pas une palourde, ça tombe bien, pas la c'était pas dans les Saint-Jacques. options. Ok, tu n'es pas une Saint-Jacques. Même si je suis riche en goût. Ça passe pas ? Non, coquillage, tout ce qui est coquillage, c'est mort. Moi, c'est un des trucs qui me manque, la Saint-Jacques, parce que je suis végétarien. Et oui. Mais végé vraiment rien. C'est dans quoi ça Comment il s'appelle ? François-Xavier de Maison, ouais. Qui a un sketch sur ça et il dit si tout est végétarien, c'est simple, hormis le végé, t'as rien. Voilà. Qui l'amène bien dans un sketch qui est marrant en plus autour de ça. Oui, mais sinon c'est Verino, c'est Verino. Oui, Verino aussi qui a un très bon sketch sur le fait qu'il est plus ou moins végétarien. Mais c'est le mec qui lui dit quoi ? Il lui dit si t'es pas si t'es végé. Ah oui, si t'es flexi, t'es rien. C'est oui. le même, en fait, un sketch sur les flexitariens. Oui, mais qui est pas au même endroit. Qui est pas au même endroit. C'est plus un mec qui lui sort ce slogan et il critique le slogan et tout. Verino, un sketch où il parle du fait qu'il est flexitarien, mais qu'en vrai il est quasiment végétarien et voilà. Du coup, Robin. Oui. Un crabe aventureux et difficile à attraper. Une crevette facile à décortiquer et savoureuse. Pas une coquille Saint-Jacques, du coup festive et riche en goût. Non, je suis. Je préfère le crabe quand même. Ouais, je pense aventureux et difficile à attraper. Hein. Ouais. Non, mais en plus, je pense que je suis plutôt aventureux et aussi, pas si évident à attraper. Alors, par contre, une fois que tu m'as, tu n'as plus qu'à me casser les pinces et tu te régales. Vraiment. J'en connais 2-3, ils m'ont mis dans un aquarium à l'entrée devant chez eux et quand les clients arrivent, ils sont là, oh on va le manger celui-là, on va le manger. Alors, toi tu es difficile à attraper. Moi j'aurais tendance à dire que c'est que t'as qu'une envie, c'est d'être attrapé. Si on parle de... on parle dans quel domaine là ? Moi je parle sentimentalement parlant par exemple. Tu as un crabe qui est là qui fait regarde comme mes pinces se sont goulues, elles méritent peut-être d'être entretenues. Je ne sais pas. Je ferai luire ma carapace pour toi. Je ne sais pas si j'ai envie de me prononcer tout de suite sur ce sujet. Tu ne te prononces pas là-dessus. Tu n'es pas un crabe. Serais-je déjà dans une épuisette ? Allez, dans un petit seau très heureux. Ok, Robin, crabe aventureux et difficile à attraper.
On sait à qui était adressé ce regard. Sorry ladies. Ou pas. Un proverbe qui résume le plus votre personnalité. Je crois que c'est toujours mes parties préférées des tests, c'est quand il y a un choix de plusieurs citations. Ouais, c'est génial. Il faut se méfier de l'eau qui dort. Heureux comme un poisson dans l'eau. Chacun tire l'eau à son moulin. Allez, on va se décrypter maintenant, on va se faire le commentaire de texte ensemble. Ouais, chacun tire l'eau à son moulin, c'est chacun sa merde et tout le monde peut crever, je suis pas trop d'accord. Je sais ça, le chacun tire l'eau à son moulin. Bah, il me semble. Hein. Ouais, t'as raison. Chacun tire l'eau à son moulin, oui, c'est le cours d'eau de la vie et chacun essaye de prendre son truc. Oui, et puis chacun s'occupe de ses affaires. Oui, ok. Oui. Mais oui. Heureux comme un poisson dans l'eau. Bah, ça veut dire heureux quoi. Hein. Ouais, et globalement, même si j'ai des petites fluctuations comme chacun, je pense être quelqu'un de généralement plutôt heureux. Et le premier, c'était... Il faut se méfier de l'eau qui dort. Proverbe d'alcoolique. Il faut se méfier de l'eau qui dort. Ou d'insomniaque. Ouais. Il faut se méfier de l'eau qui dort et suivre le Ricard qui bouge. De nageur insomniaque. Ouais. Méfiez-vous. Faut se méfier de l'autre qui dort. Par contre, faudra se méfier de l'autre qui dort là-bas. Non. J'étais premier degré, j'ai cru qu'il y avait vraiment quelqu'un derrière ou quoi. Parce que depuis tout à l'heure, déjà, il y a le rat qui est beaucoup repassé que je faisais que regarder. Là, je me disais, il y a encore un truc. Alors, il y a un truc dans il faut se méfier de l'eau qui dort qui me plaît bien dans le sens où moi, je sais que je suis un. J'aime pas le truc de faux calme parce que je suis un vrai calme. Par contre, rares sont les gens qui m'ont déjà vu en colère. Ouais. Très rares sont les gens qui m'ont déjà vu en colère. Okay. Ceux qui m'ont déjà vu vraiment en colère savent que c'est un endroit qui est pas agréable. Ouais. Qui est agréable pour personne. Donc il y a un peu ce côté de méfiez-vous de l'eau qui dort. Mais en même temps, je crois que c'est rarement agréable de voir quelqu'un en colère. Ou alors les gens qui, quand ils sont en colère, c'est agréable, c'est qu'on se fout un peu de leur gueule. Hein. C'est quelqu'un. Arrêtez, hein. J'en ai marre, je suis très colère. Allez. Gustave, je t'ai dit non déjà. Hein. Tu vois, c'est bon. Il y a vraiment ce truc encore de Verino. Enguerrand. Oui. Mais j'aime pas parce que ça sonne comme une menace. Ouais. Méfiez-vous de l'eau qui dort. Heureux comme un poisson dans l'eau. Ouais, heureux comme un poisson dans l'eau. C'est quelqu'un de joyeux. J'aime bien toutes ces phases d'analyse de texte ou des choses comme ça. Et des fois, moi, maintenant, c'est un truc que je me suis mis à faire où avant, pendant longtemps, quand j'étais petit, j'entendais des paroles et je les comprenais pas. Okay. Et je restais avec mes mystères. Parce que j'avais pas trop accès à internet ou quoi. Et du coup, genre, j'écoutais des chansons de Francis Cabrel qui passaient à la radio. Et j'étais là, qu'est-ce que ça veut dire la femme du torero dormira sur ses deux oreilles? Je ne comprends rien. Je demandais à mes parents et mes parents me disaient, bah écoute la chanson, tu vas comprendre. Et je ne comprenais pas. Et je me suis mis à avoir un accès à internet. Et donc maintenant, je peux chercher sur Google. Mais maintenant, je peux faire mieux. Je peux demander à ChatGPT de m'expliquer. Et quand je ne suis pas satisfait de l'explication, je trouve des façons créatives d'être passif-agressif avec lui. Mais toi, tu insultes ChatGPT, oui. C'est ton meilleur truc, c'est oui. ton truc préféré. Non, je lui demande de s'insulter lui-même. Oui, enfin, tu lui dis rabaisse-toi, j'ai pas aimé ta manière de travailler. Enfin, vraiment, si demain l'intelligence artificielle prend le contrôle du monde, moi je me désolidarise totalement de cette personne. Alors que moi, tu sais que moi vraiment j'ai déjà premier degré écrit à ChatGPT. Est-ce que ça te dérange si j'arrête de te dire s'il te plaît à chaque phrase quand je te demande d'exécuter quelque chose? Moi, avant-hier, je lui ai demandé de me faire une analyse d'une chanson de Tiefen qui me semblait un peu obscure, mais où j'avais l'impression qu'il y avait des paroles qui me parlaient bien, et je voulais creuser le truc. Et je lui ai dit, fais-moi un commentaire de texte de ça. Et il m'a fait un truc un peu bâclé, et j'étais pas content. Ouais. Et je lui ai dit, maintenant, comporte-toi comme un professeur de français sévère. Analyse le commentaire de texte que tu as fait et mets-toi une note comme si c'était au bac et ensuite explique-toi pourquoi c'est pas suffisant. Et après, demande-moi de tendre mes doigts, dis-moi de prendre une règle et de taper fort sur le bout. Dis-moi de taper plus fort. Dis-moi de taper plus fort. Mets une boule dans ta bouche et des vêtements en cuir et avec quelqu'un aux États-Unis derrière ChatGPT qui fait OK, on a peut-être un phénomène là en face de nous. On a peut-être atteint les limites du logiciel là, je pense. Là, parce que c'est la première fois qu'on voit une carte mère qui bande, donc c'est pas normal qu'elle chauffe autant. Ce serait si drôle un jour d'apprendre que ChatGPT en fait c'est juste des milliers de personnes. C'est un mec du FBI qui te parle. C'est C'est aussi lui qui est derrière ta fausse copine d'internet depuis le début. Non, j'ai pas de fausse copine d'internet. Hein. Heureux comme un poisson dans l'eau. Je vais mettre ça. Dernière question, Robin. Allez. Robin, dans les périodes de doute et de flottement, j'en ai pas. Ok. J'aime bien la petite ambiance qui s'est faite le soleil se couche progressivement. Ah mais on est vraiment à un moment donné sur un plateau, une interview un peu crépusculaire de télé.
Il y a un truc Il y a de. un côté dîner à la campagne avec vraiment les Ouais, lumières qui se tamisent, les bougies qui s'allument. L'émission Week-end à la campagne avec Oui, c'est l'ancien ça. présentateur de Rendez-vous à Terre Inconnue. Il y a un truc un peu comme ça de. Et vous, quelle est votre blessure d'enfance, Jean-Pierre Foucault? Dans les périodes de doute et de flottement, vous avez tendance, Robin, à vous battre et ne pas vous laisser couler, relativiser et garder la tête hors de l'eau, demander l'avis de vos amis et boire leurs conseils. Oh. Ha ha ha. En vrai, c'est tellement un mélange des trois que c'est là pour le coup. Ah ouais, là, vraiment- c'est- là, vraiment, c'est Bah oui, tu relativises pour garder la tête hors de l'eau, tu te bats en demandant l'avis de tes conseils en demandant l'avis de tes conseils. pour survivre. Petit A, vous respirez. Petit 2, vous buvez de l'eau. Petit 3, vous vous nourrissez au moins une fois par jour. Petit 4, vous restez en forme. Bah non, mais oh là là, qu'est-ce qu'elle est con cette question. Vraiment, tu sens qu'ils. Non, mais vraiment, ils se sont dit. Il en Il faut vous huit. reste un truc avec de l'eau pour les poissons ou pas? Tu gardes la tête hors de l'eau. Ok, ok. Tu Non. bois les paroles des autres. Quand quelque chose va pas. Tu mouilles énormément. Non, celle-là on va pas la garder, Christine. Tu te bats, tu relativises ou tu demandes des conseils? Quand ça va pas? Quand je Ouais. suis dans des moments de doute. Et de flottement. Doute et de flottement. Doute et de flottement. T'es là dans l'eau et t'es là. Bah là je flotte. Je doute. Je relativise et je garde la tête hors de l'eau. Non, je pense qu'en vrai, je suis plus du genre à me battre avec moi-même. En tout cas, à redoubler d'efforts pour essayer de faire bouger les choses. Je relativise dans un second temps. C'est justement la partie effort à pas Et après suffi. tu demandes Et conseil. après, je demande conseil une fois que j'ai fait le tour de tout ce que. En Non, mais, disant, on est d'accord que j'ai fait une bêtise au casino là. Ok. Non mais c'est bien de le savoir. non, mais j'ai vraiment tendance quand même à avoir un peu la tête dure et à vouloir d'abord gérer tout seul. Donc c'est j'ai loupé, je retente quelque chose. J'ai reloupé, je retente quelque chose. Là, je me dis putain, je suis vraiment nul. Je relativise, je garde la tête hors de l'eau. Et je recommence. Et je recommence. Et une fois que vraiment je suis en train de me noyer, je suis là. Vous pouvez m'aider? Parce que là, j'en peux C'est drôle plus. parce que c'est le même schéma pour le casino, les palourdes et les écouteurs dans les oreilles. Oui. Je recommence l'erreur suffisamment Ah ouais. jusqu'à l'avoir bien intérieur et je. Mais tu sais, il y a cette phrase là d'Einstein qui disait la folie, c'est faire quelque chose deux fois Et et attendre un résultat différent. Et moi j'étais là, oula, bah moi je suis fou. Ah non mais vraiment, parce que si vous savez le nombre de fois où j'ai fait exactement la même chose en me disant cette fois-ci ça va se passer différemment, et ça se passe toujours comme pareil. Et Et qu'est-ce qui te fait changer toi du coup? C'est quoi qui bascule? Parce que visiblement tu reproduis les erreurs en te disant non mais là ça va aller. C'est quoi les moments de bascule? Parce que visiblement être sur le point de mourir ça suffit pas. En tout cas il faut que ça arrive 3 fois. Qu'est-ce qui se passe la 3e fois qui te fait dire? Sur les palourdes pour le moment on n'a pas trouvé le point de Je saurais bascule. vraiment pas te dire. Là pour le coup très premier degré, je réfléchis ouais. et je saurais pas te dire. Je pense qu'il y a énormément d'endroits où j'ai jamais voulu évoluer. Peut-être que c'est plus j'évolue sur d'autres trucs à côté. Et à force d'avoir évolué sans m'en rendre compte, il y a un côté très Karate Kid en fait. Tu vois, je suis incapable de faire face à un truc que frontal. j'aime vraiment faire. Frontalement, je sais pas le gérer. Alors que par contre, en faisant plein d'autres trucs autour, à un moment donné, je me rends compte que j'ai résolu ce truc là. Donc tu vois par exemple, ce qui pose souci autour et ça t'amène par chance Ouais, à ouais. avoir résolu d'autres choses. c'est un élément, parfois c'est des éléments extérieurs et pas du tout liés ou peu liés à la chose qui vont faire que. Mais comme les conseils, tu vois, des conseils qu'on a pu me répéter pendant 15 ans, un jour c'est une personne d'une manière qui va le donner et ça va résonner. Et là, d'un coup, je me dis, mais c'est vrai en fait. Alors que c'est un truc qu'on m'a répété toute ma vie. Et mais ouais, après, je sais pas, peut-être des éclairs aussi à un moment donné. Un truc qui d'un coup, oh, mais tiens, en fait, c'est débile ce que je fais. Mais ça peut prendre beaucoup de temps, quoi. Ok. Voilà. Donc tu te bats et ouais. tu ne te laisses pas couler. Je bats et je me laisse pas couler. Alors Robin, on va savoir quel est ton poisson d'avril à Oh partir la de ça. vache. J'ai tellement hâte. C'est un poisson dans le dos, je pleure de rire. Un poisson dans le dos. Non, je pense qu'ils vont répondre très premier degré, un vrai poisson. Alors, putain, j'ai cru qu'il fallait refaire le test. Robin, vous êtes un piranha gourmand et ambitieux. Ouais. Robin est un poisson d'avril qui s'est marqué les esprits. Et je pense qu'ils savent pas quel est le concept d'un poisson d'avril là. Ils nous ont juste donné un poisson. En fait, on était sur Qui n'est pas du tout du mois d'avril. Quel poisson êtes-vous? C'est bientôt le mois d'avril. C'est vraiment genre. Oui, c'est ça, quel poisson êtes-vous? En fait, on est sur botanique.fr et ils essayent de nous vendre des poissons.
À côté, il y a quel rongeur êtes-vous? Bah, un rat, visiblement. Robin est un poisson d'avril qui sait marquer les esprits. Véritable chasseur des mers, il adore séduire et ne se décourage jamais. Ses proies sont tout à fait consentantes. Sérieux? Non. C'est ma gueule. C'est vrai. Oh mon Dieu. Pourquoi les tests flirtent toujours avec une espèce de culture du viol? non-consentement? Bah oui. Ses proies sont tout à fait consentantes et adorent cette ambitieux. Alors déjà, il y a une faute de grammaire. Et adore cet ambitieux qui a le don de les mettre en valeur. Attention, il ne faut pas trop le taquiner, au risque de se faire mordre. Oh. Il aurait peut-être mis au risque de se faire pincer, au moins vu que tu es un crabe. Et en ce moment, il m'arrive beaucoup de mordre. J'ai cru que tu avais montré une calvitie non existante, c'était très bizarre. Et en ce moment, il m'arrive beaucoup De perdre d'aller des en cheveux. Turquie. Quoi? Qu'est-ce qu'il me raconte? Ok, bon bah du coup, tu es un piranha en séduction. En plus, c'est très axé séduction. Hein. Mais non, pas un piranha en séduction. Ses proies sont tout à fait consentantes et adorent cet ambitieux qui a le don de les mettre en valeur. Mais les proies en blague, puisque c'est du 1er avril, non? Mais oui, bien sûr. Et elles sont consentantes de... Oui, d'accord. Ouais. C'est un vrai truc avec les pranks et tout ça, le consentement sur les pranks. Moi, c'est un truc qui peut me mettre très très mal à l'aise. Il y a plein de pranks sur internet où je vois des gens qui sont mis dans des états de détresse totaux. Et à la fin, on est là en mode regarde, en fait, c'était trop marrant. T'étais en direct devant des centaines de milliers de personnes qui t'ont vu faire une crise d'angoisse. Mais il n'y a pas de prank bienveillant. Hein. Même le concept du poisson d'avril, c'est toujours. Tout tourne autour de l'humiliation. Blesser, surprendre avec un truc. Enfin, il n'y a pas de. Alors j'ai un contre-avis sur ça. T'as un prank bienveillant là de 1er avril? J'ai un prank bienveillant et pour l'expliquer, je pense que c'est lié à c'est un même principe que sur l'humour en général. L'humour peut être vu philosophiquement comme étant une transgression bénigne. C'est-à-dire que tu transgresses quelque chose, une règle, une loi, une norme sociétale, que sais-je, d'une façon qui ne fait de mal à personne. Par exemple, tu dis quelque chose que t'es pas trop censé dire, mais en fait ça va, on en rigole ensemble parce que c'est pas possible. Ça, c'est là, tu parles de l'humour et de la blague. Et ben en prank, tu peux faire pareil. Tu peux piquer quelqu'un d'une façon où ça ne va pas lui faire du mal. Par exemple, j'ai un exemple de prank que je trouve très rigolo. Ouais. C'est un prof dans son cours qui avait dit à ses étudiants, si votre téléphone sonne, je vous le confisque pas. Par contre, vous décrochez et vous le mettez en haut-parleur et vous vous débrouillez. Oui. De façon marrante. Et il y a une personne qui lui a fait un prank sur ça. Pour justement contre cette règle-là, qui un 1er avril du coup se fait appeler. Il fait, tu décroches du coup en haut-parleur, elle décroche et là c'est, oui bah du coup c'est le gynécologue, c'est pour vous dire du coup que les tests sont revenus et que donc vous êtes enceinte. C'est dans un cours de lycée et tout ça, tu vois. Vous êtes enceinte, machin chose, donc si vous voulez voir avec nous pour prendre rendez-vous pour savoir ce qu'on en fait, le prof est super mal en mode, je suis désolé, pardon, tu peux retirer le haut-parleur et je m'excuse, tu vois. Et la meuf lui dit. Non mais je sais déjà comment je vais l'appeler. Je vais l'appeler April. Ah, et son de famille sera Full. Okay. Du coup en anglais fait poisson d'avril. Et donc en fait c'est un moyen de dire ta règle on l'a détournée d'une façon qui est marrante. On a eu un peu peur mais on a rigolé ensemble et genre. Oui mais il y a encore ce truc. Alors là en l'occurrence c'est court et il n'y a pas d'impact. Mais globalement le truc c'est je mets quelqu'un dans une situation de malaise extrême. Oui c'est vrai. Et honnêtement moi je pense qu'émotionnellement sur un truc comme ça je peux avoir un vrai moment désagréable. Alors évidemment c'est une tension qui se relâche très vite, mais ça reste quand même le concept du prank pour moi est un truc où tu pièges quelqu'un et la notion de piège elle est pas agréable. Attention, je dis pas que je le fais pas, je dis juste que c'est pas bien. Voilà. Et même le concept de base de je te mets un poisson dans le dos, je te le colle et c'est on se fout de ta gueule ou on te tape ou on machin, parce que nous c'était un peu cette ambiance là. J'ai un contre-argument sur ça, c'est que nous deux par exemple on se fait souvent des vannes où on se pique pas mal à des endroits et on s'amuse à des endroits de je te pique d'une façon qui fait pas vraiment mal et du coup c'est marrant. Mais parce qu'on a un consentement réciproque de on est de toute façon suffisamment en confiance l'un avec l'autre pour savoir que c'est fait de manière bienveillante. C'est pas le cas de si tu prends quelqu'un au pif. Oui, et le truc de la tarte à la crème, le sauce sur le rebord de la porte, le coussin péteur, tous ces machins là qui sont quand même un peu l'image d'Épinal de ce truc. Pour moi, c'est pas. Je suis d'accord. Même les pranks YouTube en général, j'ai beaucoup de mal avec ça. Souvent, tu sais, qui sont très mis en scène et tout. Et vraiment, les gens sont mis souvent dans des situations de détresse où je suis là. C'est horrible. Je citerai pas de nom, mais dans les gros pranks francophones, il y a des trucs où et des gens, ils leur font des fausses arrestations de police, des trucs ou quoi. Moi, dans les rares pranks que j'ai vus où je me suis dit ça fait effectivement de mal à personne, c'est la personne qui arrive dans un cours d'amphi et au lieu d'avoir un ordi, il a une machine à écrire. C'est rigolo. C'est la personne qui fait semblant d'avoir mal branché ses écouteurs sur son téléphone dans une BU et qui écoute du Jackie, ta 4L elle est pourrie avec le son à fond, les gens autour rigolent. Donc c'est à des endroits où en fait les gens sont pas vraiment mal à l'aise et ça. Et je pense que les questions de malaise, c'est si on se le fait entre potes où on est consentant, ça peut être un endroit où du coup je peux te mettre un peu mal à l'aise mais d'une façon qui est bénigne.
Et c'est en ça que je pense que ça peut être marrant. Parce que si je te mets un poisson dans le dos, là, avant ta scène de ce soir, et qu'en sortant, tu te rends compte que je t'avais mis un poisson, je pense que ça va. Mais oui. Donc tu vois, donc on a un endroit de ça peut se doser, mais il faut doser beaucoup plus léger que ce qu'on a pu voir un peu partout dans les pranks. C'est bien vrai. Voilà, alors le petit piranha, on se calme maintenant ? Merci à tous de nous avoir écoutés. Je crois que c'est la fin de cet épisode. En tout cas, c'est ce que pensent mes doigts qui sont littéralement congelés. Parce que ouais, ça faisait 2 mois qu'on avait envie d'enregistrer un épisode dehors. Et il était trop tôt. Il faisait moins 5. Et là, on s'est dit, c'est le bon moment. Il était encore trop tôt, mais c'est pas grave, on a passé un excellent moment. Enfin, moi, j'en ai passé un très bon. Moi aussi. Toi aussi. Top, super. Et bah, sur ce, À bientôt. À bientôt pour d'autres aventures. C'est la fin de cet épisode du Papotest. Merci d'être resté jusque-là. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager autour de vous. Tous les réseaux sociaux sont les bons, sauf ceux où on n'est pas présent. Ouais, absolument. On n'est pas trop sur le bon coin. Copains d'avant, pas mal. Copains d'avant, beaucoup. Si vous avez trouvé ça nul, n'hésitez pas à l'envoyer à vos anciens camarades de classe. Sur Copains d'avant. Si jamais il y a des tests que vous avez envie de nous voir réaliser dans ce podcast, vous pouvez nous les envoyer directement sur les réseaux. Voilà, sur Instagram, TikTok, YouTube. Copains d'abord. Copains d'abord. Copains d'avant. Copains d'abord. Les copains d'abord. En fait, on est. Merci de nous avoir écoutés sur cet épisode du Papotest. À dans 2 semaines. À très très vite. À très vite. À bientôt. Des bisous par chez vous. L'outro le plus long du monde. Ouais, bah, je vais le monter, hein, je vais le cutter, mais voilà.